Donc on accueille dernier panel, Stéphanie Van de Toren. Est-ce que j'ai bien dit? Livre. Bon, super. Et donc Stéphanie, je vais te laisser te présenter, mais donc on va des sciences humaines à la santé publique. Voilà. Bonjour à tous, je vais essayer de parler fort, je n'ai pas la voix qui porte, donc n'hésitez pas à me dire. Mais donc, je suis médecin de santé publique, je suis formée en épidémiologie sociale. Moi, je coordonne un enjeu au sein de Santé publique France qui s'appelle l'équité en santé sur les inégalités sociales de santé. Et je suis chercheur à Bordeaux populationnel sur des populations en situation de vulnérabilité sociale. Donc mon parcours professionnel, il est à l'interface entre la recherche, la surveillance sanitaire et la décision en santé publique. Et j'ai été amenée à travailler sur du coup, des crises sanitaires, à savoir qu'elles soient environnementales, comme la canicule, la pandémie ou alors les attentats. Et donc je me suis amenée à travailler aussi sur le psychotrauma. Et mes travaux ont porté l'attention particulière sur les enfants, en tout cas sur l'enfance, et surtout sur les déterminants qu'on appelle structurels, donc sociaux de la santé, et en quoi ils constituent une maltraitance pour ces enfants. Donc je me suis intéressée à des enfants qui sont en exclusion sociale, soit par le logement, des enfants qui sont sans domicile fixe, ou des gens du voyage, ou des enfants qui sont migrants, ou à distance des normes sociales, etc. Alors moi je ne connaissais pas du tout la médecine narrative avant la chaire. Et alors ça m'interroge sur les premières parties de questions, mais alors en écoutant ce matin toute cette matinée, j'en ai une autre qui me vient, donc je vais essayer de les faire assez succinctement. Donc la première, moi j'étais frappée dans ma pratique par le peu d'études en fait qui concernent les enfants eux-mêmes. À chaque fois ils sont racontés, même dans les données épidémiologiques ou dans d'autres données, par les adultes qui les entourent, les enseignants, les travailleurs sociaux, les adultes, les soignants. Et la parole de l'enfant était rarement constituée, donc j'ai réalisé des études pour recueillir cette parole de l'enfance, les dessins quand ils ne sont pas encore le verbal. Mais c'est d'autant plus vrai quand ces enfants ils sont en situation de pauvreté. Et là, ils subissent une maltraitance, j'allais dire, environnementale aussi au sens large, mais qui est doublée d'une maltraitance institutionnelle, je dirais, et parce que c'est l'invisibilisation ou au mieux de la stigmatisation. Donc ça m'a assez frappée dans mes travaux. Donc je m'interrogeais sur quelle place on pouvait laisser par la médecine narrative à ces enfants-là, comment on inclut ces familles stigmatisées dans les espaces de recherche, voire de décision publique, alors que les objets et le cadre de cette recherche sont faits par des adultes et en général des classes favorisées. Voilà comment on peut mettre en place les conditions en fait, pour cette narration partagée par une approche participative qui laisse la parole à ces enfants-là. Et la deuxième qui me vient après vous avoir écouté, en fait, c'est plus particulièrement qui concerne l'enjeu de l'équité en santé. Donc qui m'anime, puisque je travaille beaucoup sur ces déterminants structurants, il me semble que la médecine narrative est un outil prometteur de lutte contre les inégalités sociales de santé, qu'on n'avait pas peut-être mesuré jusqu'alors. Et donc, ça renvoie vraiment à la problématique de justice sociale que vous avez évoquée ce matin. Donc moi, comme je cherche à mesurer comment les conditions sociales structurelles engendrent de la maltraitance, je me dis, est-ce que vous pensez que cette médecine narrative qui peut faire émerger donc, plus globalement cette humanité en souffrance, elle puisse permettre une certaine résilience face à cette violence structurelle, voire de produire un récit peut-être collectif qui laisserait la place à une santé publique plus sociale, plus environnementale. Donc c'est vraiment là-dessus que j'aimerais travailler avec vous dans le cadre de cette chaire. Quel beau projet. Moi je dis oui. Alors peut-être que je laisse... Est-ce que Jocelyne ou Cynthia, vous voulez répondre? Non, mais il n'y a pas nécessairement une réponse, il y a plutôt une invitation à consolider ça. C'est vrai qu'on ne récupère pas le point de vue des enfants. Je crois que c'est vraiment un problème. Je crois qu'on écoute, on s'en sert du point de vue judiciaire. On s'en sert du point de vue thérapeutique. Il y a des politiques même quand on recueille cette parole, que ça soit qu'il y a un autre cadre que le judiciaire et que le thérapeutique.
pour récupérer la parole des enfants. On fait peu, nous, de médecine narrative avec des enfants. Pas du tout. J'ai vérifié, je me dis peut-être qu'on en fait. Je parle de Colombie, je ne parle pas des États-Unis. Je me suis dit peut-être que quelqu'un fait des choses formidables, et je ne sais pas, j'ai vérifié. Et on n'en fait pas, on fait beaucoup de choses avec le point de vue pédagogique. Donc, je crois que tout le monde a un petit peu peur de le faire. On a des groupes pour faire de la recherche même sur les enfants. Et, je ne sais pas si c'est l'éthique, du conseil d'éthique, c'est ce qu'on appelle IRB et Special People qui sont assez pointus quant qui a le droit, qui va consentir. Alors, si l'enfant a plus de 12 ans, alors ça c'est un peu comme ça, surtout dans les. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais de la même façon que dans les adolescents de 12 ans et plus pour décider de l'avortement, etc., pour la contraception. Ça, elle peut décider elle-même, souvent contre les parents ne comprennent pas toujours que l'adolescent à cet âge-là a le droit. Pour les plus petits, il faut passer par les parents. Et si on veut faire, quand si on parle de leur enquête, je ne sais pas si ce sont les enfants qui sont classés, etc., ça pose effectivement beaucoup de problèmes. Et là-bas, souvent, les choses sont aussi claires, les choses sont brouillées quand il y a eu des cas de procès qui ont été, par exemple, au moment du sida, qui avait droit à des antirétroviraux quand les enfants étaient placés, qui a donné maintenant il y a un grand problème avec tous les médicaments psychotropes qui sont encore donnés en famille d'accueil, surtout comme par hasard dans des groupes minoritaires ou des enfants minoritaires. Je crois qu'il y en a encore beaucoup de je ne sais pas si j'ai bien répondu. Je crois qu'il y a un autre enjeu que porte Stéphanie, c'est aussi la question de la confiscation de la parole. Et dès lors que l'enfant est dès lors qu'on reconnaît une forme d'immaturité à l'enfant et d'un lien nécessaire avec l'aidant qui est là, le parent, donc on a un lien de filiation qui est très fort. Je pense que ça pose problème. Hier, on travaillait dans le cadre d'un atelier, dans le cadre du cours littérature et médecine, sur un extrait du texte de Neige Sino, voilà, ce triste tigre. Et on voyait là combien, en fait, il y a une confiscation de la parole qui est liée à, certes, un fonctionnement familial, mais plus largement systémique, en fait, qui fait qu'il y a une forme d'invisibilisation du discours de façon redoublée, quoi, en quelque sorte, hein, parce que ce sont des pratiques sociales auxquelles s'ajoute en plus un non-dit politique. Hein. Donc, enfin, en tout cas, structurel. Donc, je pense que repartir de la narrativité permet en fait de mettre en évidence des paroles qui ont été confisquées, tout simplement. C'est ce que tu portes, Jocelyne, dans la question des biais implicites dans le cadre des discriminations. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Marine pour la parole des patients qui a longtemps été mise en retrait par rapport à la parole des soignants. Et c'est ce que tu évoques. Et là, c'est criant de silence, quoi. C'est assourdissant, quoi. C'est la parole de l'enfant, dès lors que l'enfant est un enfant migrant ou un enfant qui fait partie d'une communauté des gens du voyage. Mais où est sa parole dans l'espace social? Donc, non seulement il n'y a pas de récit, mais il n'y a pas de parole. Donc oui, il y a un enjeu qui est éminemment politique. Ouais, éminemment. D'où l'importance, je pense, d'aller de travailler cette question de la narrativité, mais aussi du déplacement. Et c'est ce à quoi nous invitait, je crois, Conchita, pour aller vers d'autres communautés. C'est-à-dire aller travailler avec d'autres communautés aussi, mais travailler avec les soignants dans d'autres espaces. Je pense que cette question aussi du déplacement, elle permet de travailler d'autres points de vue. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais les enfants sur lesquels je travaille ne sont pas à l'hôpital en fait. Parce que souvent il y a du renoncement aux soins, c'est des personnes qui sont éloignées du système de soins, donc je suis un peu en décalage peut-être par rapport
à vos pratiques. Ben, ça fait partie aussi de la santé. C'est justement ça qui est C'est juste une remarque. En fait, c'est le paradoxe sociétal qu'on voit aujourd'hui avec les mots qui libération de la parole et notamment dans le cadre des violences sur les enfants. Mais en pratique, on s'aperçoit qu'elle n'est pas libérée, qu'elle est utilisée et elle ne plus parfois pas écoutée. Ce qu'on voit judiciairement très régulièrement avec un manque de considération de la vie d'enfant dans les décisions judiciaires qui concernent directement ça, c'est toujours à la chose. Donc, c'est effectivement une question d'avenir, je pense. Oui, moi j'avais juste une réflexion sur la parole de l'enfant qui disparaît, mais si ça c'est dans l'hôpital ou dans le soin, mais est-ce que cette parole des gamins, elle n'est pas encore présente dans l'école, dans le centre aéré, dans tout ce qui est hors l'hôpital? Est-ce que là, ce serait pas justement la médecine narrative, un lien à faire entre deux institutions complètement, qui ne sont pas forcément en lien, et on revient à ce que tu disais Isabelle au tout début, la reliance entre les personnes et les institutions, où là, peut-être que la parole est encore libérée et encore peut-être plus brute et plus présente. Voilà, c'est juste une réflexion. Oui, sauf que les enfants avec lesquels tu as dit, non, juste les enfants auxquels je pense vraiment des enfants qui sont aussi en minorité en fait, ce qu'on appelle les minorités, mais il n'y a pas de immense terme, mais en tout cas en situation de vulnérabilité sociale, c'est-à-dire exclus par la norme sociale. Donc en fait, ils sont aussi rejetés par l'école, j'ai pas mal de travaux là-dessus, parce qu'il y a une stigmatisation en fait, et on a parlé sur les questions de race, moi j'ai aucun problème à utiliser ce mot, d'ailleurs même dans mon institution ça pose problème, mais je l'assume, parce que c'est évidemment une milieu politique derrière. Et je pense qu'il y a aussi ce côté de l'enfant qui gêne, parce qu'il a d'autres façons de vivre que... et l'éducation nationale, pardon du terme, est assez normative aussi, comme nous on peut l'être dans l'hôpital. Et voilà, il faut chercher où on peut avoir des espaces de parole pour ces enfants, parce que finalement, ils n'ont pas de place tout court déjà, mais la place de la parole non plus, elle n'est pas possible. Ça peut être dans les associations qui bossent avec les migrants, par exemple. Il y a quelques migrants avec qui je travaille, c'est les associations qui les adultes ou enfants d'ailleurs. Hein, on travaille pas mal avec l'UNICEF, on fait des consultations d'enfants, on a encore du mal à travailler avec ces enfants en particulier, on travaille avec l'historien tout à fait. Bonjour, moi je m'appelle Julie, je suis pédiatre néonatologiste ici à l'hôpital de Bordeaux. Et à propos de la considération qu'on porte à l'enfant, j'ai pu rencontrer une information qui m'avait bouleversée et éclairée en participant au débat d'éthique il y a quelques années, et en écoutant une juriste espagnole à propos de la question de la fin de vie, la limitation des soins et de l'arrêt des soins concernant les enfants, avec des législations qui sont complètement différentes selon les pays, et en France, en effet, la place donnée aux parents qui décident. En Espagne, les enfants à partir de 5 ans sont écoutés, sont entendus. Si, en effet, l'entourage médical qui accompagne cet enfant-là considère que l'enfant est en mesure de s'exprimer, ça, mais à partir de là, l'enfant dit, donc est entendu pour la limitation des soins qui le concernent, la possibilité de l'arrêt des soins qui le concernent. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et effectivement, nous sommes loin de ça. Et je pense aussi à mon métier que j'exerce, et je me dis que l'évolution des connaissances que nous avons sur la construction identitaire de l'enfant, qui commence immédiatement, peut nous aider. Aujourd'hui, on reconnaît des compétences tous. Et bien sûr qu'il y en a. La construction cérébrale est faite d'expériences, et les expériences totales font partie de la vie de la construction identitaire future de l'individu. Et donc, à travers ça, nous considérons et nous apprenons, jeunes médecins en formation, à considérer que le bébé, fœtus, puis le nouveau-né, puis l'enfant, est totalement acteur de ce qu'il vit. Et dans son développement, c'est également le cas. Raison pour laquelle, par exemple, je n'écoute plus l'imagerie cérébrale.
Et dans les questions éthiques qu'on se pose autour de la naissance, sur la qualité de la vie future, parce qu'on se pose c'est ça, je ne sais pas répondre à cette question, eh bien la personne qui nous aime, c'est le bébé. Et ça fait partie des questions éthiques autour, en effet, de l'information qu'on donne aux parents, aux futurs parents pour un grossesse, alors si la naissance a lieu à ce moment-là et qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc il y a une position éthique française qui a été quand même pendant le reste, je crois, de considérer qu'il nous manque une barrière d'alimentation sur la question et donc on apprendra ce moment-là savoir ce qui se passe. Donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Et depuis tout à l'heure, j'ai aussi envie de partager avec vous, j'ose, du côté de la médecine narrative, que je ne connais pas, que je n'ai pas apprise, que ça fait du bien, et je crois qu'il s'agit de bien. Et donc moi je vous remercie parce que je me sens reliée, vraiment, à vous tous qui parlez de ça. Et ce que j'ai appris, et que j'ai appris dans le parcours professionnel, diverses expériences, concernant donc mon travail, c'est qu'effectivement on a à aider le lien du parent au bébé, ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, comment peut-on faire ça? C'est-à-dire, alors, ça passe par la possibilité que nous offririons aux parents qu'ils sachent qu'ils peuvent, qu'ils savent qu'ils sont compétents. Et c'est avec cette sécurité-là qu'ils auront la sécurité du lien au bébé, qui donnera la sécurité au bébé, qui grandira en sécurité. Donc c'est ce qu'on essaye de faire au travail tous les jours auprès du berceau. Et donc, de quoi s'agit-il pour ce qui nous concerne, peut-être, en termes de médecine narrative, c'est de refaire du lien avec nous-mêmes. Et ça, moi, c'est ce que j'essaie de faire dans le service dans lequel je travaille. Comment est-ce que nous, soignants, sommes-nous en lien et en sécurité les uns avec les autres, donner la sécurité aux parents, qui donnera la sécurité aux parents. Et peut-être que ça commence par refaire du lien avec soi, à travers les éprouvés émotionnels et le récit de nos émotions et de notre vie, quelle que soit la manière que nous allons les raconter. C'est-à-dire qu'en effet, il ne s'agit pas de parler de soi, avec le monde qui le disent clairement, c'est pas ça. Mais donc on refait du lien avec nous-mêmes et on se sent en sécurité avec l'autre qui reçoit ce que je raconte. Et je pense que c'est ça qui se passe. Et à partir de là, puisque je suis en sécurité avec l'autre, alors je ne suis plus en danger pour faire mon travail et pour accueillir l'autre. Et là, il y a la question de notre rapport au savoir. Et des représentations de notre travail qui seraient, que nous serions, absolument puissants. Et certains de ce que nous sommes. Évidemment, non plus. Mais alors, si on est dans cette posture, comment peut-on accueillir sa propre vulnérabilité, sa propre insécurité? Et donc je pense que se relier à nos éprouvés émotionnels, ça nous permet de vérifier avec les autres que nous ne sommes pas en danger, y compris si on ne sait pas, et donc on ne sait pas, et donc on accueillera l'autre et ce savoir. Et à partir de là, je pense que ça change la posture personnelle et ça change nos liens, tous nos liens aux autres, professionnels à nous, et nos liens. Voilà ce que je voulais. Oui, non, juste pour aller dans ce sens-là, il y a tout un immense corpus, notamment en psychologie du développement, sur tout ce qui concerne ce qu'on appelle les théories de l'attachement. Bien sûr. Paul Pi en tête, puisque c'est à ça que voilà, c'est Wilfried Byron, direct, Winnicott, dans son genre aussi. Donc, parce que vraiment, ça a été l'élaboration, vraiment les termes de la base de sécurité, l'arbre de sécurité, le refuge, etc. Et puis après, comment il y a un continuum. Et, voilà. Et bien évidemment, quand la mère ou les parents sont eux-mêmes ont été dans un attachement insécure, pour reprendre les termes de bonne vie, etc. Mais hélas, pas toujours, mais souvent, il y a un pattern d'insécurisation qui est
c'est vrai que c'est tout à fait déterminant. Je rajouterais donc un autre mot qui parle en miroir de la sécurité, c'est le terme de requoi, R-E-Q-U-O-Y, qui est utilisé par Pascal Quignard et qui considère la lecture en fait comme un requoi, c'est-à-dire effectivement un espace suffisamment sûr. Et en fait, c'est exactement ce qu'on met en place. Un atelier de médecine narrative, c'est un lieu où se retrouver effectivement dans un espace sûr, par la lecture. Bien. Merci pour